n'est ni une solution pour la sécurité énergétique, ni bien sûr une solution écologique et encore moins une solution économique. Donc convaincre le citoyen de sortir du nucléaire, c'est lui assurer un approvisionnement énergétique sûr, fiable et bon marché pour l'avenir. Alors, le nucléaire, c'est que 9% de toute l'énergie consommée en Suisse. Donc on voit très bien qu'on pourrait s'en passer facilement. J'ai été engagé par Sulzer Frères à Winterthur pour développer une petite centrale nucléaire à eau lourde et uranium naturel qu'on projetait de construire sous le Polytechnicum de Zurich, en plein milieu de la ville à Zurich. Et cette centrale, fort heureusement, a fini à Lucens dans une caverne souterraine où elle a explosé après quelques semaines de fonctionnement. Mais à ce moment-là, j'étais déjà parti. Alors, la centrale nucléaire de Lucens, qui était donc un projet commun de Sulzer, Brand-Boveri et de la Confédération, était une petite centrale de 20 MW électriques, donc relativement peu de choses par rapport aux centrales qu'on a maintenant, puisque Leibstadt c'est 1000 MW. Donc on voit que c'était une centrale de faible puissance, mais destinée à la production d'électricité. Et cette centrale a fonctionné quelques semaines avant d'exploser dans la caverne où elle se trouvait près de Lucens. Et comme elle n'avait pas fonctionné pendant très longtemps, la quantité de radioactivité qui avait été produite dans la centrale n'était pas énorme. Donc je ne pense pas que la contamination de l'environnement de Lucens par la radioactivité ait été importante. Par contre, dans la caverne, naturellement, il y en avait quand même pas mal. Mais donc c'était un accident, disons, un accident très grave en soi, dans le sens que ça a détruit la centrale. Ce n'était pas juste quelque chose qui ne marchait pas bien, c'était vraiment la fin de la centrale, au point qu'il y a eu donc perte du réfrigérant, donc de l'eau lourde qui est tombée au fond de la caverne. Et en fait, la raison de ça était une conception mal pensée des éléments combustibles. Et donc, il y a eu un élément qui n'a pas été refroidi correctement parce que ça s'est bouché dedans. Et puis, il est monté en température. Et puis il a fini par fondre un peu, enfin bref, et puis l'eau en contact avec cet élément très chaud a fini par faire exploser le système. Donc c'était un accident qui n'a pas eu de conséquences, je pense, très dramatiques. On peut même dire que des conséquences peu importantes, mais comme accident, c'était un accident très grave en termes d'ingénieur, en termes de construction. Alors, les déchets nucléaires sont toxiques pour très longtemps et en très faible quantité. Chaque année, on produit en Suisse 700 kg de plutonium et avec 1 gramme, on peut tuer 1 million de personnes. Donc il suffit que ce plutonium aille dans l'eau, par exemple, et il ne faut pas beaucoup de quantité pour être mortel. Et je crois que ça devrait vraiment nous alerter. On n'est pas en train de gérer des pleurs de pommes de terre dans une usine, on est en train de gérer des déchets dont la toxicité est inimaginable à l'échelle humaine. De la part des pro-nucléaires, ils ont eu différentes idées déjà jusqu'à aujourd'hui. Ils les ont par exemple mis dans la mer, ça devait tenir 5000 ans, ça a tenu à peine 50 ans. On voit des images où les poissons circulent à travers les fûts, donc les fûts sont totalement transpercés et toute la radioactivité est partie dans la mer. Il y a aussi la soi-disant solution des mines de sel, puisqu'il y avait du sel dans ces mines, il n'y avait pas d'eau, sinon l'eau aurait entraîné le sel. Et pourtant, aujourd'hui, les mines dans lesquelles ils ont mis les déchets en Allemagne, eh bien, sont remplies d'eau, et donc il y a une espèce de saumure salée avec de l'eau, avec des fûts en métaux, et tout ça évidemment fait quelque chose de radioactif qui fait qu'aujourd'hui ils n'arrivent plus à assainir cette mine qui est complètement contaminée. Il y a eu les puits de pétrole, on les a mis à la place du pétrole. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore? Ils nous ont mis pas mal de solutions, mais aujourd'hui aucune ne fonctionne, et au contraire on a montré les limites de ces solutions. D'ailleurs la chimie avait fait la même chose, puisque dans le Jura, ils avaient enterré des déchets chimiques à Bonfol en disant il n'y aurait pas de problème. 30 ans après, on est en train de les ressortir, et comme vous avez pu le remarquer, les ressortir c'est pas tout simple, puisqu'il y a eu des explosions, donc c'est pas simple. Alors une autre solution qui devrait être envisagée, à mon avis, c'est celle de stocker ces déchets pas dans des trous mais dans des tunnels, de manière totalement réversible, de telle manière que nos descendants puissent appliquer des technologies qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui, qui est la transmutation, qui est une technologie qui permettrait de désactiver ces déchets ou de les rendre moins longtemps toxiques ou moins toxiques. Et je crois que d'envisager d'enterrer ces déchets pendant 100 000 ans, c'est inacceptable de notre
de notre génération vis-à-vis des générations futures. Il y a 3000 ans, les Égyptiens écrivaient avec des hiéroglyphes. Aujourd'hui, on n'arrive plus à les lire. Quel sigle, quel langage allez-vous mettre sur ces fûts pour que dans 100 000 ans, nos descendants comprennent de quoi est-ce qu'on parle? C'est tout simplement inacceptable. Donc la seule chose raisonnable qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est d'arrêter d'en produire, ça c'est clair. Pour ceux qui sont là, les mettre dans des tunnels de telle manière que nos descendants puissent les retravailler. La solution envisagée par la Confédération, c'est d'enfouir ces déchets à 500 mètres de profondeur en scellant le dépôt. D'ailleurs, ils disent quelque chose de très intéressant dans une de leurs brochures, ils disent « Très longtemps après le scellage du dépôt, des substances radioactives s'en échapperont et contamineront la biosphère ». Donc ils disent eux-mêmes que ce dépôt n'est pas étanche, puisqu'ils disent que les substances vont s'en échapper. Simplement, il faut que ce soit en très petite quantité et que ça prenne beaucoup de temps en attendant de rejoindre la biosphère. Le problème des déchets nucléaires, c'est que 1 gramme, je le rappelle, peut tuer 1 million de personnes. Donc si 1 gramme sur 700 kg s'échappe, on peut estimer que c'est une quantité minime, sauf que c'est déjà trop aujourd'hui. Donc cette solution-là n'en est pas une, on ne peut pas juste cacher la merde au chat pour continuer à faire quelque chose qui est inacceptable. Et si on lit les rapports des géologues, ils sont assez clairs. Ils disent que le dépôt final doit retarder considérablement le transfert des radionucléides vers la roche et donc vers la biosphère. Le transfert doit être minime. Donc si on lit bien ces rapports, ils disent qu'il y aura transfert des radionucléides vers la roche. Ils disent jamais que cette roche est étanche. Alors nous, les politiques, on devrait en tirer les conclusions comme quoi c'est inacceptable que cette roche ne soit pas étanche et dès lors que ces radionucléides vont aller vers la roche et contaminer la biosphère. Donc les scientifiques sont assez corrects, simplement c'est nous, les politiques, qui en tirons les mauvaises conclusions des rapports des scientifiques. Nous, physiciens, on était payés pour savoir qu'il y avait des déchets radioactifs, mais on fermait les yeux. On voulait produire de l'électricité, on n'en avait rien à faire des déchets. On s'en est très peu préoccupé. Pourtant, on le savait. Vurenlingen, c'est une centrale de recherche pour le nucléaire. Donc moi, j'ai même aussi fait des travaux là-bas à l'époque. Ils ont construit une centrale nucléaire donc, expérimentale qui s'appelait Diorite, qui est déjà arrêtée. Donc, le but de Vurenlingen, c'était simplement la recherche nucléaire. C'était donc de trouver de développer la recherche pour faire de bonnes centrales nucléaires. C'était un centre de recherche essentiellement. Maintenant, c'est un endroit pour un stockage intermédiaire, en allemand Zwischenlager, où on a construit ce qu'il fallait pour entreposer les éléments combustibles irradiés qu'on sort des centrales nucléaires, en attendant de trouver un dépôt définitif, qu'on ne trouvera pas d'ailleurs, soyons clairs là-dessus. Donc pour l'instant, c'est un endroit de stockage d'éléments combustibles irradiés. Les déchets nucléaires, c'est donc essentiellement des produits de fission. Donc vous cassez l'uranium en 2 morceaux, vous obtenez des éléments radioactifs dont vous ne savez pas au monde quoi faire. Et puis vous devez trouver une combine pour les rendre inoffensifs. Ces déchets radioactifs, ils ont une radioactivité absolument démentielle. Actuellement, l'inventaire radioactif stocké dans le monde, avec les 400 à 500 centrales qui tournent, représente de quoi tuer 20 ou 30 000 fois chaque habitant de la planète. Évidemment, cette radioactivité est contenue, elle est quelque part stockée de manière assez sûre, mais il suffit qu'un tout petit peu s'échappe pour créer des catastrophes. Parce que cet inventaire radioactif, qu'on laisse continuer à s'augmenter, il est absolument hallucinant. Trouver un dépôt radioactif pour les déchets radioactifs dans des couches géologiques stables, il faut aller plutôt au nord de l'Europe, dans des pays comme la Suède ou une partie de la Russie, des endroits comme ça, mais pas en Suisse ou disons qui est encore sismiquement actif. Donc quelque part de chercher à faire absolument un dépôt de déchets radioactifs en couche profonde en Suisse, c'est aussi un projet aberrant qu'il faut abandonner. Disons, en tant que physicien, il n'y a pas de solution au problème des déchets radioactifs parce que vous ne pouvez pas les transformer, disons, avec une dépense d'énergie raisonnable en quelque chose qui ne soit pas radioactif. Donc ces déchets, ils vont diminuer en radioactivité avec le temps puisque chaque substance radioactive qui se désintègre perd progressivement sa radioactivité, mais il faut des milliers d'années. Donc quelque part, c'est un problème
qu'on va avoir sur les bras, que nos descendants vont avoir sur les bras pendant des millénaires. C'est irresponsable. Personne ne sait si la Suisse aura encore un gouvernement dans 100 ans. Qu'est-ce que vous voulez pronostiquer à 1000 ou 2000 ou 3000, voire millions d'années? Donc on a créé un problème insoluble. Alors la première des choses à faire, c'est de reconnaître l'erreur qu'on a faite, de sortir du nucléaire, ensuite de se mettre tous ensemble et de trouver les meilleurs moyens pour gérer ça sans trop de danger. Mais la première des choses, avant de réfléchir à comment entreposer ces déchets radioactifs, il faut arrêter le nucléaire. Parce que sans ça, on ne sait pas à quelle quantité de radioactivité on va être confronté. Tant que les centrales tournent, on continue de générer ces déchets. Donc avant de commencer à réfléchir à où les mettre, surtout pas en Suisse, il faut dire on sort du nucléaire, on connaîtra la dimension de la montagne de déchets qu'on doit entreposer, et à ce moment-là, avec les autres pays européens, trouver un endroit en Europe qui serait, disons, valable comme concept pour un dépôt à long terme de déchets radioactifs. Moi, je pense que les pays européens qui font du nucléaire et qui devront tous en sortir un beau jour devraient se mettre ensemble et déterminer l'endroit le meilleur pour créer un dépôt de déchets en couche géologique profonde. Contrairement à ce que disent les pro-nucléaires, on ne peut pas recycler les déchets. Le terme de recyclage des déchets a été une astuce de la part de la communication du Areva. Je vais voir une conférence à Genève très intéressante sur le sujet, où le spécialiste en communication disait que dorénavant il ne parlait plus de retraitement des déchets, parce que ça faisait un peu mauvais, enfin, ce pas des termes très positifs, il fallait parler de recyclage. Et comme ça donnait l'impression qu'on réutilisait intégralement ces déchets. En définitive, le retraitement des déchets, parce qu'en fait du retraitement est aujourd'hui très peu utilisé dans le monde, c'est très polluant comme démarche, et on peut utiliser que 10 kg sur une tonne, donc c'est absolument pas du recyclage de déchets, donc c'est pas du tout une énergie qui est de facto renouvelable. Toute centrale nucléaire émet de la radioactivité dans l'air, en tout cas et dans l'eau. Disons, les centrales comme nous on a en Suisse, elles émettent de la radioactivité dans l'air. Ce sont les gaz de fission, ce sont des éléments gazeux qu'on ne peut pas stocker, donc on les bazarde par la cheminée. Ça fait évidemment une injection de radioactivité dans l'atmosphère. C'est peut-être pas très intense, mais elle existe. Et donc on constate apparemment qu'il y a des problèmes de santé dans le périmètre des centrales nucléaires, en tout cas dans les 20 ou 30 km à partir de la centrale. Il y a eu des études qui l'ont montré de manière tout à fait claire. Bien sûr que ceux qui sont favorables au nucléaire tendent à nier ces choses, mais on ne peut pas. C'est une réalité. La radioactivité qui sort par la cheminée, il faut bien la constater, c'est vrai. Alors ça, c'est vraiment, à mon avis, une escroquerie intellectuelle qui commence vraiment à m'agacer. Quand on sait qu'on enrichit l'uranium avec des centrales à charbon, mais il est clair que ça va émettre du CO2. Alors ok, pas chez nous, au Niger, en Australie, dans les différents pays producteurs d'uranium. Mais est-ce qu'on peut honnêtement, intellectuellement dire que ça ne fait pas de CO2? Bien sûr que non. Alors il faut savoir qu'au niveau des émissions, ça varie entre 4 grammes et 285 grammes de CO2 par kilowattheure. Pour vous donner une comparaison, les 285 grammes, on approche des émissions de CO2 d'une centrale à gaz. Donc de dire une centrale nucléaire, c'est bien, ça ne fait pas de CO2, une centrale à gaz, c'est pas bien, ça fait du CO2, quand on regarde toute la filière, eh bien ces deux énergies aujourd'hui font jeu égal. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a de moins en moins d'uranium dans les mines, et donc il faut de plus en plus d'énergie pour l'extraire. Et s'il faut plus d'énergie, évidemment ça va émettre de plus en plus de CO2. Donc de facto, la filière nucléaire aujourd'hui va émettre de plus en plus de CO2. L'uranium utilisé en Suisse provient de différents endroits dans le monde. Il provient de Russie, entre autres utilisé soit dans l'armement, soit de l'uranium qui est extrait dans les régions de Russie. Il provient aussi des États-Unis, du Canada et également de Areva. Et Areva, on sait qu'ils ont des mines au Niger, donc on peut dire que l'uranium de la Suisse provient aussi de régions comme le Niger. C'est un combustible qui vient intégralement de l'étranger, parfois de zones relativement stables comme le Canada ou l'Australie, mais aussi de régions comme les régions de Russie ou de l'Afrique,
où c'est beaucoup moins sympathique pour nous. De plus, il ne faut pas oublier qu'un autre acteur énorme sur le marché de l'uranium, c'est la Chine, qui n'a pas elle-même beaucoup d'uranium, mais par contre qui met la main sur les différentes réserves d'uranium. Et du point de vue géopolitique, la Suisse n'a aucune chance de régater face à des pays comme la Chine, la Russie ou les États-Unis, qui sont les grands, qui ont beaucoup de centrales nucléaires pour eux-mêmes. Et la Suisse aura de plus en plus de peine à s'approvisionner en uranium. Alors en fait, on est complice des pollutions qui sont générées par l'enrichissement de l'uranium au Niger. Comment est-ce qu'on enrichit de l'uranium? On va prendre dans des mines où il y a des roches, on fait exploser ces roches, on les extrait, on les transforme ensuite en poussière, ensuite on les fait réagir. Alors pour la transformer en poussière, c'est des énormes concasseuses électriques qui sont alimentées par une centrale à charbon, comme je le disais avant, et ensuite on fait réagir avec de l'acide sulfurique pour faire de l'uranate, ou le yellow cake, c'est une espèce de poudre jaune, qui sera envoyée ensuite en France dans des usines comme Tricastin pour être réenrichie pour pouvoir donner les barres de combustible. L'enrichissement avec l'acide sulfurique au Niger, avec toutes les démarches que ça nécessite, c'est extrêmement polluant, ça nécessite beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, et je peux vous dire que les gens qui vivent là-bas, je ne suis pas sûre qu'ils aient une espérance de vie très grande. D'ailleurs, après 20 à 30 ans de mines qui fonctionnent aujourd'hui au Niger, on a les premiers cancers qui sortent, les cancers de l'estomac et des poumons, c'est des cancers qui sortent après 20 à 30 ans de contamination. Pourquoi? Parce que ces gens respirent des poussières radioactives, boivent de l'eau qui est contaminée, et dès lors, ils tombent malades. Alors Areva, dans sa grande mensuétude, a fait quelque chose de très bien, puisqu'ils ont fait un hôpital, et dans cet hôpital, on détecte quoi? Le sida. Comme ça, on dit aux gens qu'ils ont le sida, ça évite de leur dire qu'ils ont un cancer dû à leur activité dans la mine. Donc c'est proprement scandaleux. En plus, on l'a vu au Niger, c'est pas un pays très stable, donc demain, il peut y avoir des soulèvements, il peut y avoir des coups d'État, et puis qu'adviendra-t-il de cet approvisionnement? Bien heureux. Puis de manière générale, l'uranium vient vraiment à manquer dans le monde. Depuis 1990, il n'y a plus assez d'uranium qui est extrait des mines pour couvrir les besoins des centrales nucléaires. En 2030, on était à 50% seulement de couverture par les mines. Alors comment est-ce qu'on couvre l'autre moitié? Avec les stocks militaires. Mais ces stocks militaires, on l'aura bien compris, ce n'est pas des stocks infinis. Alors on estime la fin de ces stocks d'ici 2015-2025. Prenons 2025 pour être optimiste. D'ici 2025, la moitié de l'uranium n'est plus disponible. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est là qu'il faut regarder si, en Suisse, on est un pays qui est fort géopolitiquement pour exiger sa part de ces 50% restants. Alors face à la Chine, à la Russie, aux États-Unis, à la France, qui sont les 4 grandes puissances nucléaires dans le monde, je ne suis pas sûre qu'un de ces pays est prêt à arrêter une de ces centrales nucléaires pour que nous, on puisse faire fonctionner les nôtres. Donc aujourd'hui, il y a clairement des pénuries d'uranium. On rétorque parfois qu'il y en a plein la mer. Il y aurait 4 milliards de tonnes d'uranium dans la mer. On a fait un petit calcul avec un ami physicien. Il faudrait filtrer les 2/3 du volume du lac Léman pour pouvoir approvisionner une de nos centrales comme Leibstadt pendant une année. Mais pour vider le lac, il faut plus de 10 ans. Donc on atteint aujourd'hui une absurdité, c'est-à-dire qu'il faut plus d'énergie pour récupérer l'uranium que ce qu'il va donner. C'est aussi un peu ce qu'on observe avec le pétrole, avec les schistes bitumineux. Donc aujourd'hui, la fin du nucléaire est programmée. On est en Suisse à la croisée des chemins. Alors est-ce qu'on se lance dans une énergie du passé qui n'a pas d'avenir vu qu'il n'y a plus d'uranium, ou est-ce qu'on prend le chemin des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique? La durée de vie des centrales nucléaires dépend beaucoup, essentiellement même, de la cuve principale dans laquelle se trouve l'eau de refroidissement du réacteur. Parce qu'à force d'être soumis à un bombardement neutronique extrêmement intense, l'acier de cette cuve va finir par se rendre cassant. Et il y a un moment donné où cette cuve ne pourra plus continuer à fonctionner. Et c'est ça qui détermine en principe la durée de vie de la centrale. Ces prolongations de durée de vie qu'on nous propose, il n'y a aucun moyen précis de vérifier quel est l'état de la cuve à un moment donné. C'est vrai qu'elle est soumise à un bombardement neutronique extrêmement fort, permanent, et que pour l'acier, ça va être extrêmement mauvais. Donc, c'est l'élément principal qui détermine la durée de vie de la centrale. Je pense que d'aller au-delà de 30 à 40 ans avec une centrale nucléaire n'est pas responsable. Mühleberg n'a pas des fissures, à ma connaissance, tout au moins dans la cuve qui retient l'eau de refroidissement. Il y a des fissures dans le manteau du cœur. Le cœur, là où il y a les éléments combustibles, est entouré d'un manteau en acier
dont le but est surtout de diriger le flux de l'eau pour faire un refroidissement optimal. Et ce manteau autour du cœur est fissuré. Donc il risque des déformations. Et ça, c'est dangereux aussi, parce que si les déformations vont trop loin, on peut avoir le cas où le système n'est plus contrôlable, parce que les barres de contrôle ne peuvent plus être manœuvrées correctement. Donc, et ça peut venir brusquement. Bien sûr que tant que ça fonctionne, je fais confiance aux gens qui opèrent la centrale et ils vont faire attention. Mais si brusquement quelque chose cède, ils risquent d'être dans une situation où ils ne peuvent plus bien contrôler la centrale. Et ça, c'est une situation qu'il faut éviter. Donc cette centrale aurait dû être arrêtée depuis longtemps, en fait. Parce que ces fissures, elles existent depuis un bon moment. Ben, toutes les centrales nucléaires, disons, ceux qui opèrent les centrales, ils aiment bien les faire durer très longtemps, parce qu'une fois qu'elles sont amorties, chaque kilowattheure supplémentaire produit est très bénéfique, rapporte beaucoup d'argent. Donc les centrales nucléaires, une fois qu'elles sont amorties, ils deviennent potentiellement quelque chose qui permet de gagner de l'argent, parce que le kilowattheure ne coûte plus très cher à produire. Tandis que si vous avez une centrale qui est encore sous amortissement, le kilowattheure coûte beaucoup plus cher. Il y a une tendance chez les gens qui gèrent ce système de vouloir faire durer ces centrales le plus longtemps possible. C'est vrai en Suisse, c'est vrai ailleurs. C'est pas seulement en Suisse que c'est comme ça, mais c'est des réflexions purement économiques. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que, disons, les impératifs économiques finissent par l'emporter sur les impératifs de sécurité. Et quand on arrive dans ce genre de situation, on est mal parti. Et on est en train d'y arriver, à mon avis. Parfois, les risques d'accident, c'est un coup de poker, c'est un pari qu'on prend sur le fait qu'on peut espérer qu'en Suisse, ce soit relativement bien surveillé, mais enfin, s'il y a un pépin, c'est un pépin de trop avec le nucléaire. Et quand on sait qu'on peut s'en passer, eh bien moi, je préfère miser sur d'autres énergies beaucoup moins dangereuses. Là, on a par exemple une pièce dans la centrale nucléaire de Mühleberg qui est fissurée, qui sert à maintenir la géométrie du réacteur en cas de secousse sismique. Donc si cette pièce est défaillante et qu'on a une secousse sismique, ben, ma foi, cette pièce ne fera pas son travail et puis il y aura certainement des matières radioactives qui partiront dans l'environnement. Donc on risque une contamination de l'air, de l'eau et donc le fait que notre territoire devienne inhabitable. Ma foi, ce sera nous, pour une fois, les réfugiés, pas les réfugiés politiques, mais les réfugiés du nucléaire. En fait, il y a deux mondes en politique. Il y a ceux qui clairement ont compris qu'il fallait tourner la page et aller de l'avant à fond dans ces énergies, et donc y mettre aussi les moyens, ce qu'on appelle la rétribution à prix coûtant, et qui sont prêts à mettre des moyens qui permettent vraiment d'avancer, pas comme ce qu'on a fait aujourd'hui avec le solaire, où on a ouvert une toute petite porte, qu'on a très vite fermée derrière, on a donné envie aux gens, puis on leur retire comme ça le pain de la bouche. Il y a cette catégorie-là. Puis l'autre catégorie, qui est encore dans l'ère du nucléaire, et qui voit les énergies renouvelables comme des concurrents, comme une concurrence, et ils se disent, si on soutient trop les énergies renouvelables, elles vont démontrer qu'elles peuvent remplacer le nucléaire, dès lors, tout ce qu'on peut les freiner, on les freine. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à mettre des plafonds à l'utilisation de l'argent pour la rétribution à prix coûtant, entre autres pour le solaire, mais aussi pour les autres énergies, et qu'il a fallu revenir au Parlement l'année passée pour redébloquer le système, parce que sinon tout le système était enrayé jusqu'en 2020. Donc il y a vraiment deux mondes en politique, et malheureusement il y en a encore beaucoup trop qui se laissent prendre par le bout du nez par le lobby nucléaire. C'est un peu tristement le cas de notre conseillère fédérale, Doris Leuthard, qui était membre longtemps du conseil d'administration des centrales nucléaires, et qui dès lors, ma foi, a choisi son camp, malheureusement pour nous. Disons, quand on a commencé dans le nucléaire, il faut bien voir que ce n'était pas tellement après la fin de la dernière guerre mondiale et que tout le monde croyait qu'on allait avoir besoin de beaucoup d'énergie. On a participé à ça de bonne foi parce qu'on croyait ça. On croyait qu'il fallait toujours plus d'électricité. Alors, je pense que cette erreur a été non seulement le fait des gens qui voulaient vendre des centrales nucléaires ou fabriquer ou vendre de l'électricité, mais les autorités fédérales, l'Office fédéral de l'énergie, tous ces gens ont complètement foiré dans leurs réflexions. À la place de dire quels sont les besoins. Pourtant, Kropotkin avait déjà dit il ne faut pas partir de la production, il faut partir des besoins puis les analyser.
En fait, on a un système social actuel qui veut absolument, via la pub, nous faire croire que nous avons envie de ce dont nous n'avons pas besoin. Et donc, il faudrait commencer par analyser ces besoins et puis savoir ce qu'on a vraiment besoin d'avoir avant de fabriquer des centrales de production d'électricité. En fait, ça vient de la mentalité des grands producteurs comme les FMB, comme Alpiq, comme tous ces électriciens qui en fait ont des grandes productions comme le nucléaire ou les grands barrages. Et puis nous, les consommateurs, on est complètement captifs de ces électriciens. On ne peut pas décider, on est tributaire de eux puisqu'ils nous livrent de l'électricité. Demain, si vous avez des panneaux solaires sur votre toit ou si j'ai ma petite centrale hydraulique, eh bien c'est moi le chef, c'est plus eux le chef. Et du coup, je deviens beaucoup moins dépendant d'eux. Et alors, ils changent de rôle, ils ne sont plus des vendeurs d'électrons, ils sont des gestionnaires de l'énergie. Ils doivent faire en sorte que ce que je vais mettre sur le réseau électrique, parce que je ne le consomme pas directement, doit être consommé à quelque part. C'est ce qu'on appelle les smart grids, on entend beaucoup parler de ça. Les smart grids, c'est simplement de la gestion du réseau. Ils doivent changer de business. Ce n'est plus des vendeurs d'électrons, c'est des gestionnaires de l'énergie. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à le faire. Et c'est pour ça que c'est un signal politique et populaire qui devra être donné à ces électriciens pour clairement changer la donne. Et à ce moment-là, les grandes centrales comme le nucléaire auront fini de vivre. On va devoir sortir du nucléaire, on va devoir sortir du pétrole, du gaz naturel, du charbon, de tout ce qui n'est pas renouvelable. Et puis, on ne fait rien. Il faudrait qu'il y ait un crash programme, donc quelque chose, un programme d'urgence, où on se donne 10, 20, 30 ans pour sortir de tout ça. Parce qu'il n'y a pas que le nucléaire. Le pétrole, il représente quand même plus d'énergie, beaucoup plus d'énergie aujourd'hui que le nucléaire. Donc, il n'y aura plus de voitures, il n'y aura plus d'avions, plus de camions. On fait quoi? La société telle qu'elle est aujourd'hui, elle s'effondre. Et on laisse venir, on ne fait rien. Il faut bien réaliser une chose, c'est que la recherche nucléaire aujourd'hui n'a plus aucun sens. Donc en fait, il faudrait fermer tous ces bistrots, ils ne servent plus à rien. Il faut développer le renouvelable, il faut développer l'efficacité énergétique, il faut arrêter de nous causer de nucléaire, que ce soit le nucléaire de fission, celui pratiqué en Suisse, ou le nucléaire de fusion qu'on espère développer à Cadarache. Tout ça, c'est des vues de l'esprit. C'est bête, il faut arrêter ça. Si on veut remplacer les centrales nucléaires actuelles, ça va coûter extrêmement cher. Et c'est de l'argent qui ne va pas être disponible pour développer les énergies renouvelables. Vous ne pouvez pas mettre un frein à deux endroits en même temps. Donc, quelque part, il faut maintenant faire un choix. Il faut dire maintenant, on va passer aux énergies renouvelables. Nous avions organisé un cours à l'Université de Lausanne qu'on avait appelé le passage au tout renouvelable. On avait fort bien montré qu'on peut le faire à condition de s'y mettre maintenant. Il ne faut pas attendre. Il ne faut surtout pas vouloir remplacer les centrales nucléaires. Il faut maintenant mettre l'effort dans le développement des énergies renouvelables d'une part et dans l'efficacité énergétique. Est-ce que vous savez que le 30% de l'électricité produite en Suisse sert à alimenter des pertes? On devrait commencer par regarder ce côté-là. Actuellement, on fait comme si l'électricité qu'on consomme, ma foi, mon Dieu, on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas vrai. Il y a une bonne partie de cette électricité qui est perdue simplement parce que les appareils n'ont pas un bon rendement, parce qu'il y a des pertes en ligne, etc. Est-ce que vous savez, par exemple, que les pertes en ligne de la distribution d'électricité consomment plus que les chemins de fer? Donc on voit quand même que ces pertes qui sont liées au fait qu'on a des grosses centrales dont il faut distribuer l'électricité sont importantes. Si on avait eu un concept différent, à la place d'avoir des méga-centrales de milliers de mégawatts, mais des centrales de petite et moyenne grandeur, les pertes auraient été beaucoup moins grandes, parce qu'on n'aurait pas eu besoin de les distribuer aussi loin que ça. Donc en fait, c'est les électriciens qui nous ont imposé des grosses centrales avec des lignes à très haute tension pour distribuer l'électricité qu'ils produisent là-dedans. Et évidemment, maintenant de passer au renouvelable va impliquer la démarche inverse. Il va falloir se contenter de petites centrales et moyennes centrales et disons de produire aussi localement que possible, aussi près que possible des consommateurs. Ça, c'est la tendance long terme à laquelle on ne va pas échapper. Tout le processus de production a été établi sur des prémices fausses.
Si on commence à analyser le besoin avant de produire, on aura une relation entre la consommation et la production qui sera beaucoup plus saine et beaucoup plus réaliste. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, on le voit bien avec le nucléaire. Dans les années 68, par là, dans le discours aux actionnaires de la compagnie vaudoise d'électricité, on trouve une phrase qui dit le marché de l'électricité ces prochaines années sera caractérisé par une surabondance d'électricité à cause de la mise en service de centrales de production thermique conventionnelles ou nucléaires. Nous allons prendre des mesures pour augmenter la consommation venant de la part d'une société qui vend de l'électricité. On ne peut pas le dire plus clairement. On allait nous faire bouffer le courant. Il fallait absolument se débarrasser de ce courant qu'on allait produire et si possible le vendre le mieux possible. Mais le besoin n'était pas là. Le besoin a été créé. Il faut bien voir qu'en Suisse, on n'a jamais eu besoin de centrales nucléaires. C'est à partir du moment où on a voulu faire ces centrales qu'on s'est efforcé d'augmenter le gaspillage par le chauffage électrique direct, qui est une aberration énergétique totale. Et on a créé un besoin de toutes pièces pour que les gens absorbent un courant dont ils n'avaient pas besoin. Donc mon message, si c'en est un, c'est de dire réfléchissez, analysez les besoins. Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir comme énergie? Et ensuite, vous réfléchissez à comment produire ce qui est vraiment nécessaire. Puis si on fait cette démarche-là, il n'y a plus de centrales nucléaires, il n'y a plus de centrales au charbon, il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Alors la fondation dont je suis membre a commandé un rapport à l'ingénieur M. Weinmann, qui est quelqu'un qui est connu pour être ni pour ni contre le nucléaire, qui est très neutre. Et on lui a demandé de nous estimer le potentiel conservateur d'économie d'électricité qui est possible de faire en Suisse et le potentiel d'énergie renouvelable. Et lorsqu'on voit ce rapport, qui est téléchargeable sur le site sécuritéénergétique.ch, donc tout le monde peut aller le voir, on s'aperçoit qu'entre le potentiel d'économie et de renouvelable, on peut sans souci remplacer le nucléaire qu'on a aujourd'hui et on a encore plusieurs térawattheures de réserve en vue de l'augmentation de la consommation électrique suite à la mobilité électrique qui va certainement arriver. Donc c'est sans souci pour remplacer le nucléaire, mais évidemment il faut arrêter de mettre les mains dans les poches et de penser que ça va nous tomber dessus. Et l'autre chose qui est très intéressante dans ce rapport, c'est à quel prix. Parce qu'après, si on y met le prix, on peut faire n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est plus cher ou moins cher que le nucléaire? Alors, il a estimé le prix du kilowattheure. Parlons kilowattheure, on parle du nucléaire. Le Conseil fédéral dit que la nouvelle centrale nucléaire, on sera à 5,8 centimes par kilowattheure. Personne n'y croit, mais enfin, prenons ces chiffres-là. Eh bien, pour les économies d'électricité, on serait à 5,3 centimes. Donc, ça nous coûterait moins cher d'aller dans les économies d'électricité. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui dynamiserait beaucoup plus le tissu économique du pays, puisqu'on toucherait plein de corps de métier allant de l'apprenti à l'ingénieur. Lorsqu'il faut assainir un chauffage électrique, par exemple, eh bien, on touche plusieurs corps de métier, on touche plein de régions dans le pays, pas qu'une seule, comme avec le cas d'une construction de nouvelles centrales nucléaires. Et donc ça dynamiserait vraiment notre tissu économique. Et c'est là où je ne comprends pas le dogme d'économie suisse, qui constamment dénigre les énergies renouvelables et met en avant le nucléaire. Ce qui irait, ce qui favoriserait, ce qui encouragerait notre tissu économique, c'est clairement les économies d'énergie et les énergies renouvelables. D'ailleurs, les entrepreneurs bernois ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils ont fait un comité il y a quelques semaines pour la votation sur Mühleberg, qui encourageait les gens à voter non à Mühleberg, en disant si vous voulez maintenir et encourager les emplois dans le canton, eh bien c'est bien en sortant du nucléaire qu'on va y arriver. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il n'y a personne au Parlement ou un politicien important qui dise qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y aura plus de pétrole? Ça va nous tomber sur le nez, un beau matin. Comme on ne s'y prépare pas, ça va être extrêmement pénible. Alors qu'on devrait dès maintenant préparer la sortie du pétrole. Même si elle a lieu dans seulement 20 ou 30 ans, mais c'est demain ça. Mais le long terme n'intéresse pas le monde politique, c'est ça le drame. Il faudrait que le long terme soit beaucoup plus pris en compte dans la discussion énergétique et dans d'autres domaines d'ailleurs aussi. On a commencé à Moscou, on est ensuite allé à Kiev, et puis depuis Kiev, on a pris un bus pour aller à Tchernobyl. Puis moi, j'ai enclenché mon compteur de radioactivité, là, et c'était très impressionnant parce que bon, de temps en temps, vous voyez, ça crée juste un petit bruit au moment où un rayonnement passe.
Mais quand vous vous approchez de Tchernobyl, ça ferraillait, hein, c'était impressionnant. Alors on est allé sur place, on n'est pas resté longtemps parce qu'on ne doit pas, hein, il y a de la radioactivité là-bas autour. Et, on a passé par Pripyat, c'est une ville qui a été abandonnée en quelques heures. Donc quand l'accident a eu lieu, au début les Russes étaient très hésitants, mais au bout d'un moment ils ont décidé d'évacuer la ville, qui avait quand même 50 000 habitants. Ils ont amené des centaines de bus, et en quelques heures la ville s'est vidée. Alors quand vous passez dans les rues de Pripyat, vous voyez encore les rideaux aux fenêtres, les jouets dans les parcs, etc. On sent vraiment les gens qui ont été évacués en catastrophe. C'est un spectacle assez sinistre, hein, pour être honnête. Et puis bon, on a eu droit à différentes conférences de nucléocrates russes. C'était bien d'y aller. J'étais étonné que d'autres ne soient pas allés là-bas. Après tout, c'est un événement fondamental. Ce qui est important, c'est que Tchernobyl se soit produit, cet accident. Parce que cet accident peut se produire avec n'importe quelle centrale. Et, avant, on nous jurait, les grands dieux, que ça c'est impossible, etc. Mais ça s'est produit. Donc, il faut en prendre note. C'est pas impossible. Et puis encore aujourd'hui, des tas de gens souffrent parce qu'ils ont été contaminés radioactivement. Il y a des naissances avec des malformations. Il y a des gens qui ont chopé le cancer. Le diabète des jeunes a augmenté. Enfin, c'est une catastrophe qui n'est pas finie. Ça dure, ça dure. Est-ce que ça vaut la peine de se livrer à ce genre de production pour avoir des catastrophes pareilles alors qu'on n'a pas besoin de cette énergie? Au moment où j'ai travaillé dans ce domaine, on était dans une période où on croyait bien faire pour la société en leur permettant d'obtenir de l'électricité en quantité considérable. Et la réalisation que c'était une chose qu'il ne fallait pas faire est venue quand même pas mal plus tard. Et disons, ma contribution, dans la mesure où je peux la donner, c'est de maintenant m'opposer fermement à cette façon de faire de l'énergie et de dire pourquoi on ne doit pas le faire. Si vous réalisez que vous avez fait une erreur, la première des choses à faire, c'est de le reconnaître. Et puis de dire, bon, ben maintenant j'essaie aussi bien que je peux de faire que cette erreur ne se poursuive pas. Et là, il y a du boulot. Hein. J'en ai passé des heures à essayer de convaincre les autorités d'arrêter ce cinéma. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Message aux générations futures » parce que je me suis demandé en 2050, lorsque nos enfants nous diront « mais en l'an 2000, 2010, tu savais pour le nucléaire, tu savais que ce n'était pas une solution, tu savais qu'il y avait des déchets, que tu ne savais pas quoi faire, tu savais tout ça, et qu'est-ce que tu as fait ?» Et qu'est-ce qu'on leur répondra? Ben oui, aujourd'hui on le sait. On sait que c'est sans avenir, le nucléaire. On sait que c'est pas une solution financière, c'est pas une solution énergétique, puisqu'on va manquer d'uranium. C'est en tous les cas pas une solution écologique. Et on sait aussi qu'on a d'autres solutions. Parce que parler de pénurie d'énergie, quand on sait qu'en 1 heure, le soleil nous envoie toute l'énergie que l'humanité consomme en 1 année, ça nous fait évidemment bien rigoler. Pénurie d'uranium, de gaz, de charbon, de pétrole, ça certainement. Quand? Bienheureux celui qui pourra le dire. Pénurie d'énergie. Mais on n'est pas prêt d'en avoir une. Il y a juste des bons et des mauvais choix à faire aujourd'hui. Et j'espère vraiment que les gens feront le bon choix.